Au Japon, il existe un rituel pour la culpabilité qu'on n'arrive plus à porter. On achète une poupée, on y déverse tout, chaque regret, chaque essie, chaque moment qu'on voudrait pouvoir effacer. Puis on la brûle, elle a fait les 2 premières étapes, elle n'a jamais eu le temps de faire la 3e. Parce que la poupée avait d'autres projets, et une fois entrée dans la maison, elle a décidé d'y rester. Voici Dollhouse, un film d'horreur japonais sorti en 2025. C'est l'histoire d'une mère dévorée par la culpabilité et d'une poupée qui refuse de lâcher prise. Et c'est aussi l'histoire de ce qui arrive quand le deuil n'a nulle part où aller et finit par ouvrir des portes qui devraient rester fermées. Kei garde un groupe de petites filles pendant que leurs mères sont sorties. Elle s'absente quelques minutes pour faire une course rapide et les laisse seules, en demandant à sa fille Mei de ne pas quitter la maison. Mei promet qu'elle ne le fera pas. À peine Kei est-elle partie que les enfants commencent une partie de cache-cache. Mei cherche un endroit où se cacher, mais partout où elle va, la place est déjà prise. Elle finit par grimper à l'intérieur de la machine à laver, d'une façon ou d'une autre, le film ne l'explique jamais vraiment, la petite fille y perd la vie. Kei s'effondre sous le poids de cette culpabilité. Pour porter ce qu'elle n'arrive plus à supporter, elle achète une poupée. Elle y verse tout, ses remords, son chagrin, son besoin désespéré d'être pardonnée. Ce qu'elle ignore, c'est qu'une fois que cette poupée entre dans la maison, elle n'en repart plus. Quelque chose de sombre est entré avec elle. Kei s'assoit à table. Tadaiko lui apporte quelque chose à boire. Quand elle tend la main pour le prendre, elle le renverse. Elle prend la nappe pour la mettre dans la machine à laver et remarque quelque chose, un drap est à l'intérieur. Elle ne se souvient pas y avoir laissé quoi que ce soit. Quand Kei regarde dans la machine à laver, elle y trouve sa fille Mei. Son cri traverse tout le quartier. Personne n'a besoin d'explication, tout le monde comprend déjà que quelque chose d'horrible vient d'arriver. Et ce qui rend la scène encore pire, c'est qu'une des autres petites filles avait indiqué ce côté de la maison à Mei, puis n'avait rien dit quand elle avait compris ce qui s'était passé. Un an passe, les parents de Mei ont déménagé, les cheveux de Kei ont repoussé mais elle n'a pas avancé. Elle assiste à un groupe de parole à l'hôpital où travaille Tadaiko. Quand vient son tour de parler, elle commence calmement, puis elle s'effondre. Son mari est là, juste à côté d'elle. La mère de Tadaiko leur rend visite. Elle remarque que le sol est sale. Elle comprend. Kei arrive à peine à fonctionner. Elles s'installent ensemble pour boire du thé. La tasse se renverse. La vieille femme la fixe. Kei se fige. Puis la femme sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Ensuite, elle sort un prospectus. Il parle d'un rituel de crémation de poupée. On achète une poupée, on y déverse toute sa culpabilité, puis on la brûle. Puisque Kei porte le poids de la mort de Mei, c'est ce que la mère de Tadaiko lui recommande. Le prospectus lui indique où aller. Un matin, Kei lit le prospectus, puis le laisse s'échapper. Il s'envole par la fenêtre et la guide, bloc après bloc, jusqu'à un petit marché. Elle finit par le rattraper, et au moment où elle s'apprête à repartir, quelque chose attire son regard. Une poupée, derrière la vitre d'une vitrine. Quand Tadaiko rentre à la maison, il entend sa femme chanter. Ça le fige net. Depuis la mort de Mei, elle n'avait pas chanté une seule fois. Il s'approche de la table et voit la poupée. Il sursaute. Kei lui dit de ne pas avoir peur. Elle l'a trouvée. Ce n'est aucune poupée. Ce qui l'inquiète, c'est qu'elle pose une assiette de nourriture devant elle, comme si c'était une vraie personne. Kei nettoie la poupée, lui coupe les cheveux pour qu'ils ressemblent à ceux de Mei, l'habille avec les vrais vêtements de Mei, exactement les mêmes. Tadaiko est sincèrement alarmée. Au centre thérapeutique, l'animateur du groupe tente de le rassurer. Au Japon, ce genre de rituel est considéré comme normal. La poupée est censée absorber la culpabilité, puis être brûlée. Ils commencent à emmener la poupée partout, comme s'il s'agissait d'un vrai enfant. Ils prennent des photos, ils ont l'air d'une famille heureuse. Le mur de la maison se remplit de clichés de Troie. Lors d'une séance suivante, Kei explique qu'elle n'avait plus été capable d'utiliser une machine à laver depuis la mort de Mei, mais que maintenant, elle en a racheté une. La poupée fonctionne, mais une question reste en suspens. Est-ce qu'elle la brûlera vraiment, ou bien s'y est-elle déjà trop attachée ? Si vous êtes le genre de personne incapable de détourner le regard d'une histoire pareille, il y en a beaucoup d'autres sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. Un peu de temps passe. Kei tombe enceinte et 9 mois plus tard, une petite fille naît. Ils l'appellent Mei, presque le même prénom que leur première fille. Une fois Mei arrivée, la poupée passe au second plan. Kei n'y pense même plus, le mur de photos est remplacé. Ce qui ressemblait à une crise s'est transformé en remède. La dépression s'est levée, mais quand la poupée reste seule dans la chambre, elle se cache sous un tas de peluches, seule, immobile. Le bébé Mei réclame toute l'attention de sa mère. En cherchant un jouet pour l'apaiser, Kei retombe sur la poupée et la pose dans le berceau. Puis elle retourne au salon pour boire le thé avec la mère de Tadaiko pendant qu'elle surveillant le bébé se met à pleurer. Elsa court. Quand elle la soulève, hors du berceau, une mèche de cheveux est enroulée autour de son cou. La poupée était en train de l'étrangler lentement.
La mère de Tadahiko compare la mèche aux cheveux de la poupée. Même longueur, même texture, elle jette la poupée au sol. Tadahiko examine la boîte de la poupée, essayant de lire ce qui y est écrit. Il n'y arrive pas. Il remet la poupée dans sa boîte et la range. 5 ans passent, Mai a grandi. Un après-midi, elle laisse tomber une bille dans la maison et la suit jusqu'à un coin sombre où elle trouve la poupée. Elle la sort et demande si elle peut jouer avec. Kei lui dit oui, bien sûr. Une chose que Kei remarque tout de suite, elle avait coupé les cheveux de la poupée, ils ont repoussé. Tadahiko suggère qu'elle a peut-être été fabriquée avec de vrais cheveux humains. À peine entend-elle ça que Kei retire sa main. Les ongles aussi ont continué à pousser. En passant l'aspirateur, le réservoir se remplit de cheveux. Beaucoup trop de cheveux. Elle entend Mai parler à quelqu'un, elle s'approche lentement. « À qui tu parles ?» Mai répond qu'elle parle à Aya. C'est comme ça qu'elle appelle la poupée. « Et de quoi vous parlez ? D'un secret ?» Mai refuse d'en dire plus. Cette nuit-là, Mai grimpe dans le lit de ses parents. Elle dit que la poupée lui a fait mal. Kei la ramène dans sa chambre et place la poupée tout en haut d'une étagère, hors de portée, pour que sa fille n'ait plus peur. Le lendemain, une amie vient leur rendre visite avec sa fille Maki. Les filles les courent dans toute la maison, on montre la poupée à Maki, elle ne croit pas qu'elle puisse parler et attrape son bras pour le prouver. La poupée ne dit rien, Maki ressort en pleurant. La poupée l'a mordue. Kei demande à Mai pourquoi elle a fait ça. Ce n'est pas moi, c'était Aya. Kei ne la croit pas. Plus tard, pendant que Kei trie des photos de Mai, Mai lui demande de jouer avec elle. Kei lui dit d'attendre, elle est en train de ranger les photos de sa sœur. Mai s'éloigne furieuse, elle dit qu'elle n'a pas de grande sœur. Kei lui dit de ne pas dire ça. Quand Kei entre dans la chambre de Mai, elle découvre les photos de Mai, griffonnées, rayées, abîmées. Elle confronte Mai. « Ce n'est pas moi, c'est la poupée. » Kei ne la croit toujours pas. Mai mord Kei. Elle lui griffe le bras, attrape la poupée, puis quitte la chambre en criant qu'elle la déteste. L'institutrice de Mai convoque Kei. Elle lui montre des dessins troublants que Mai réalise à l'école. Elle lui demande si quelque chose ne va pas à la maison. Kei répond que non. La maîtresse ajoute aussi que Mai lui a dit qu'Aya lui avait demandé de dessiner ses images. Elle demande qui est Aya. Kei se tait. Qu'est-ce qu'elle pourrait répondre? Cette nuit-là, quelque chose grimpe dans le lit de Kei et Tadahiko. Ce n'est pas Mai, c'est la poupée. Quand Kei la voit, elle hurle. Le lendemain matin, elle vérifie la poupée pendant que Mai est à l'école. Aucun mouvement, rien. Elle la prend et la jette à la poubelle. Elle entend la porte d'entrée s'ouvrir. Elle va dans le couloir. La poupée est là. Elle lève un maillet et frappe, mais c'est une hallucination. La poupée est assise derrière elle, puis la sonnette retentit. Elle ouvre, la poupée est sur le pas de la porte avec une lettre. Kei la remet en main propre aux éboueurs. Il la charge directement dans le camion. Peu après, la poupée tue l'un d'eux. Puis, derrière les rubans de police, Mai apparaît, tenant la poupée dans ses bras. Cette nuit-là, Kei ne dort pas. Pendant des heures, elle observe Mai sur le babyphone. Tadahiko, lui, n'y croit toujours pas. Il pense que sa femme est en train de perdre la raison. Le lendemain, seul avec Mai, des choses impossibles commencent à se produire. Les portes claquent toutes seules. Mai apparaît là où elle ne devrait pas être. Elle grimpe dans la machine à laver et quand Kei va voir, ce qu'elle aperçoit n'a plus rien d'humain. Elle l'attrape et la jette au sol. Mai est emmenée d'urgence à l'hôpital. Tadahiko dit à Kei ce que le médecin a trouvé. Mai va être envoyée chez sa grand-mère et Kei, elle doit être hospitalisée. Il pense qu'elle fait une décompensation. Sous le choc, elle demande « Est-ce que la poupée ira avec Mai ?» Tadahiko répond « Oui ». Kei craque. Cette poupée est dangereuse. Il lui dit de se calmer, que tout est dans sa tête. Elle accepte d'être hospitalisée à une condition, qu'il brûle la poupée. Tadahiko contacte un service de crémation de poupées. Ils peuvent le faire, mais il y a un mois d'attente. Il envoie des photos. Il le rappelle presque immédiatement. Cette poupée doit être brûlée le plus vite possible. En faisant ses recherches, il tombe sur une vidéo, un groupe d'urbexeurs parti chercher cette même poupée sur une île précise. Ils n'ont rien trouvé et ont conclu que la légende était fausse. Tadahiko, lui, sait que non. Cette nuit-là, la mère de Tadahiko regarde la télévision. Elle boit une gorgée d'eau, le goût est étrange, comme si ce n'était plus de l'eau. Elle regarde vers le salon et voit une petite fille. Elle croit que c'est Mai. La fillette s'approche et grimpe sur son dos. Elle va vérifier dans la chambre, mais dort toujours. Elle arrache la chose de son dos, l'enferme dans une pièce, puis appelle son fils. Tadahiko examine les enregistrements de l'hôpital montrant Mai. Il entend la poupée parler, elle dit que son nom est Aya. Il se renseigne, Aya n'est pas seulement un prénom, ça signifie aussi rituel. Il part immédiatement chez sa mère. Mais Mai a déjà disparu. La grand-mère cherche partout, court dans la rue et croise un homme qui lui dit avoir vu une petite fille avec une poupée près d'un pont. Elle s'y précipite. Quand Tadahiko arrive à la maison, elle est vide. Il se retourne et Mai est là. Elle tient la poupée. Sa bouche est couverte de rouge. La police montre à Tadahiko les images du pont. Celle qui a attaqué la grand-mère, c'était Mai.
L'enfant est sous l'influence de l'esprit à l'intérieur de la poupée. Tadahiko le confirme en comparant les dents de Mai à la morsure laissée sur sa mère. Dès qu'il le fait, Mai se met à hurler. Tadahiko apporte la poupée à un groupe de moines. Il espère que la malédiction va enfin prendre fin. Mais on est dans un film japonais. Rien ne s'arrête ici tant que ça n'en a pas à décider autrement. L'un des moines prend la poupée avec l'intention de la revendre. Il ne croit à rien de tout ça. Sur la route, une mèche de cheveux sort de la bouche de la poupée. Puis une autre, puis encore une autre. Le moine meurt, la cage s'ouvre, un autre moine la récupère et la ramène à Tadahiko. On ne peut pas la détruire simplement en la brûlant. Le premier moine ne l'a jamais brûlée, il a essayé de la vendre. Ce second moine donne à Tadahiko le nom d'un contact. Il s'appelle Kanda. Kanda dit à Tadahiko qu'il faut attacher la poupée. Plus tard, une infirmière la détache, la secoue par curiosité, une petite dent tombe de sa bouche. Tadahiko l'emmène pour une radiographie. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur, ce sont des os. À ce moment-là, Kei arrive. Pourquoi cette poupée est là? Elle n'était pas censée être brûlée? Tadahiko lui explique tout. Un policier vient récupérer la poupée pour l'examiner. Alors qu'il s'apprête à partir, Kanda arrive. Il veut prendre la poupée, le policier refuse. Kanda prend le policier en photo, lui donne le cliché encore non développé, puis ils le suivent. La photo se développe dans les mains du policier. Elle montre l'esprit à l'intérieur de la poupée. En pleine route, une petite fille y apparaît devant lui. Il fait une embardée et la percute. Quand Kanda et les autres arrivent, le policier est à genoux, en larmes devant la poupée. Personne n'est mort. C'était une hallucination. Kanda le plonge en transe, récupère la poupée, puis la scelle. Ils vont voir un vieil homme qui a passé des années à chercher cette poupée. Il leur raconte son histoire. Autrefois, un homme nommé Yasumoto Kokichi avait une femme et une fille gravement malades. La fillette n'a jamais guéri. La mère, épuisée, a tenté de mettre fin à leur deux vies. Ça a mal tourné, seule la fille est morte. Pour protéger sa femme de poursuites judiciaires, Yasumoto a pris les restes de sa fille et en a fait une poupée. Quand sa femme était morte, la poupée a été enterrée avec elle. Le vieil homme a passé sa vie à la chercher. Il ne l'a jamais trouvée. Kei a alors une idée, la poupée doit retourner auprès de sa mère. Il faut la remettre dans la tombe et la laisser là. Kanda lui dit que c'est exactement ce qu'il avait prévu. Chez Kanda, il accomplit un rituel pour localiser l'endroit où la mère est enterrée. Quand il trouve enfin le site, tout déraille. L'esprit se libère. Kanda utilise le flash de son appareil photo pour le repousser. Tadahiko force la poupée dans un sac. Kanda le scelle avec une prière, la poupée s'immobilise. Mais Kanda s'est blessé au pied. Il ne peut pas les accompagner. Kae et Tadahiko partent seuls pour l'île. Ils trouvent la tombe et l'ouvrent. Avant d'y déposer la poupée, ils récitent une prière. Quand Kae la descend dans la tombe, une photo de Mei lui échappe et tombe à l'intérieur. Tadahiko lui dit de la laisser partir. Elle n'y arrive pas. Elle grimpe dans le cercueil pour la récupérer. L'esprit de la poupée se libère. Tadahiko la tire dehors, mais ses cheveux sont coincés sous le couvercle. La poupée vient pour elle. Kae attrape le cadre photo, le brise, saisit un éclat de verre et coupe ses cheveux pour se libérer. Le couple repart ensuite vers la maison. Tout semble aller bien. Kae se sent heureuse. Elle pense que Mei l'a enfin accueillie chez elle. Elle sent sa présence tout contre elle. Mais quelque chose cloche, l'étreinte est trop forte, elle comprend que ce n'est pas sa fille. C'est l'esprit qui possédait la poupée. Kae hurle que ce n'est pas réel. Tadahiko court vers la machine à laver et voit sa fille à l'intérieur. Il attrape une pelle et frappe de toutes ses forces, mais il n'est pas en train de briser le couvercle d'une machine à laver. Il frappe le couvercle d'un cercueil, la poupée les a tous les deux manipulés, ils n'ont jamais quitté l'île. La fillette qui en sort n'est pas Mei, c'est Mei, la première. Rien de ce qu'on vient de voir n'est réel. Mei entre dans le salon. Elle tient sa petite sœur Mei dans ses bras, l'éloignant de leur mère, la gardant en sécurité. Quand la mère de Tadahiko et Kanda viennent à l'appartement une semaine plus tard, elle fait remarquer qu'elle ne les a pas revus depuis l'île. Pendant qu'elle et Kanda montent les escaliers, le couple descend dans l'ascenseur, quelque chose ne va pas. La personne qui a repassé cette porte n'était pas quelqu'un qui aurait dû être là. La petite fille dit qu'il croit être Mei, c'est la poupée. Elle n'est jamais partie, elle a simplement créé une nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle Kae et Tadahiko sont ses parents.